Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et notre invité, bien évidemment, puisque nous sommes ici à la REF, bah oui, je dis bien évidemment, puisque la REF ouvre la rentrée avec cette université d'été du MEDEF. La première pour vous, Patrick Martin, bien évidemment, parce que vous avez été élu avant l'été. Une REF très marquée par la question des impôts. On en a beaucoup parlé hier. Est-ce que vous avez été franchement convaincu par Elisabeth Borne, qui n'a fait que répéter que oui, le gouvernement était pro-business, oui, on continue la politique de l'offre et non, on n'augmentera pas les impôts? Bonjour, je me permets de dire quand même qu'on ne parle pas que des impôts. On parle beaucoup de projections, on parle d'engagement, on parle d'avenir, on parle de décarbonation. Et immanquablement, mais dans ce panorama, c'est comme ça qu'il faut l'apprécier, il y a le débat fiscal. Donc, d'une certaine manière, on a apprécié, je dirais, la tonalité pro-business assumée des propos de la Première ministre. À ce stade, on reste évidemment sur notre faim, sur un certain nombre de points qu'on a identifiés, sur lesquels on a des demandes fortes. Alors on va prendre ces points un par un. On va commencer par effectivement la CVAE. Au départ, ça devait être supprimé tout de suite au début du deuxième quinquennat. Puis après, en deux fois, 4 milliards. Heureusement, il y a eu la première fois qui a été faite. Il reste 4 milliards à supprimer et là, le gouvernement a arbitré. Ça ne sera pas supprimé en 2024, mais progressivement jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce que ça remet en cause la confiance du MEDEF à l'égard du gouvernement? Est-ce qu'il y a un reniement de la parole gouvernementale? Ce qui, au passage, revient à dire que d'une fois, on passe à 5 fois. Est-ce que ça remet en cause notre confiance? Je crois qu'il faut apprécier ça, il faut élargir le spectre en définitive, ou le scope. Il faut apprécier ça, non pas du seul point de vue franco-français, il y a des considérations franco-françaises, notamment liées aux finances publiques, qui ne sont pas négligeables. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que dans le même temps, il y a une accélération incroyable de l'investissement aux États-Unis. Les chiffres sont stupéfiants. Que l'Allemagne, par dizaines de milliards d'euros, subventionne des investissements étrangers sur son territoire, que l'Inde, le président Modi l'a dit encore hier, veut devenir la 3e puissance économique mondiale et s'est dite prête à attirer des investissements, à encourager l'investissement. Donc la France n'est pas une île. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est que le gouvernement intègre également cette dimension dans son raisonnement, parce que si on se met sur stop, même momentanément, immanquablement, relativement, on va prendre du retard par rapport à ses compétiteurs redoutables. Moi, j'entends tout à fait ce que vous dites sur l'idée un peu contre-cyclique de la France sur les questions des impôts, mais sincèrement, franchement, cette CVAE, c'est autant que ça, parce que finalement, est-ce que ça change les business plans des entreprises pour l'année prochaine? C'est pas une hausse d'impôts, c'est une suppression moins forte d'un impôt. On n'est pas sur une hausse. Qu'est-ce que ça change concrètement pour une boîte de ne pas avoir la suppression de la CVAE l'année prochaine? Écoutez, je vais m'exprimer cette fois-ci en tant qu'entrepreneur. Je peux dire que ça change beaucoup de choses. Et je peux vous affirmer, à partir de mon cas, mais je l'ai entendu hier dans toutes les allées, dans toutes les tribunes de la part de nos adhérents, cette suppression avait été intégrée dans un certain nombre de décisions, y compris d'investissement. Et au tout premier chef par des industriels. Donc si vous voulez, il ne s'agit en aucun cas de polémiquer, il ne s'agit en aucun cas d'évacuer le sujet de l'équilibre des finances publiques. Mais enfin, quand une chose est dite, a fortiori si elle est dite par l'État, a fortiori si elle est votée, et ça a été voté l'année dernière, eh bien nous on l'intègre, et pardon de l'expression un peu triviale, on prend ça au propre et au figuré pour argent comptant. Alors, l'autre sujet, c'est l'apparition d'une cagnotte. 20 ans après, on nous refait le même film. L'Unédic va sans doute dégager des excédents. Encore faudrait savoir combien d'ailleurs. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a moins de chômage. Ça veut dire aussi que la réforme de l'assurance chômage porte ses fruits. Et le gouvernement dit, c'est grâce à moi. Et donc, je vais récupérer un peu d'argent, pas rien qu'un peu, 11 à 12 milliards d'euros au cours des 3 prochaines années. C'est un peu hold-up, non? Je dirais pas jusque-là. Alors, je l'ai fait pour vous, vous voyez, c'est sympa. Oui, faut-il que ces excédents se confirment? Ça dépendra de la situation économique et de celle du marché de l'emploi. On a tout lieu de penser que malgré tout, elles vont se confirmer au moins partiellement. C'est bonne nouvelle. Ces recettes. Alors, j'entends ce que dit la Première ministre et qui n'est pas faux. C'est en partie lié, cette meilleure situation du marché de l'emploi, à un certain nombre de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. Mais enfin, essentiellement, ces excédents qui vont se dégager tiennent à quoi? Aux créations d'emplois et aux revalorisations salariales par les entreprises, puisque l'assiette de ces cotisations, c'est la masse salariale. Premier point. Deuxième point,
le gouvernement nous dit c'est nous qui alimentons en définitive l'Unédic. Non, la réalité des choses, c'est que les 2/3 des recettes de l'Unédic proviennent des cotisations des entreprises. Et le troisième point qui est le plus important, c'est qu'on a encore à gagner en compétitivité et que par ailleurs, il y a des demandes de revalorisation salariale et donc il faut qu'une partie de ces excédents, s'ils se confirment, se traduisent par des baisses de cotisations chômage à ce jour payées par les seules entreprises et pas par les salariés. Il y a un quatrième argument que vous n'avez pas donné. Il y a 80 milliards de dettes de l'Unédic à rembourser. Non, il y a 60 milliards de dettes. Ah bon, pardon, 60, c'est pas mal quand même. Et pour le coup, pour partie liée d'ailleurs à des transferts de charges de la part de l'État, soit dit en passant. Mais on est tous d'accord pour le coup pour dire que la priorité, c'est le désendettement de l'Unédic. D'autant plus que cette dette de l'Unédic est intégrée à la dette publique. Vous disiez, on ne parle pas que impôts. À cette ref, on parle aussi transition énergétique. On était ce matin avec le patron de la CCI qui nous disait, les patrons, quand même, l'objectif là sur l'année 2023-2024, c'est la baisse des coûts. On parle assez peu d'investissement. Finalement, on se dit, c'est pas le moment. Là, je suis trop contraint par l'inflation. Et pourtant, ces investissements, ils sont absolument nécessaires pour financer la transition énergétique. Comment vous voyez cette dualité dans l'état d'esprit des patrons ? Ce qui soit dit en passant éclaire le débat sur la CVAE, éclaire le débat sur l'Unédic. Donc ralentissement conjoncturel, renchérissement du prix de l'argent. C'est vrai que, y compris chez les très nombreux chefs d'entreprise qui sont fortement motivés pour investir sur la décarbonation, il y a une forme d'attentisme. On ne priorise plus autant cet objectif. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'il faut continuer à encourager les entreprises de sorte qu'on tienne cette trajectoire de décarbonation. Nous, on est absolument déterminés à la tenir, puis on n'aura pas d'autre choix. Patrick Martin, là, vous entamez votre mandat à la tête du MEDEF. Vous voyez, dans un contexte plus compliqué peut-être que celui de votre prédécesseur, on a un gouvernement qui se dit pro-business, mais il vous faut des preuves d'amour et des preuves de pro-business justement. Comment vous envisagez ce mandat? Il va falloir être plus combatif à l'égard du gouvernement, à l'égard des autres partenaires sociaux. C'est un MEDEF plus revendicatif qu'on va avoir? Non, moi je ne veux pas me laisser enfermer, si je peux me permettre, dans ce type de raisonnement et d'image. Je crois qu'on va devoir être, le président de la République l'a dit, on va devoir être plus unis et dans un vrai rapport de confiance. Je crois qu'on ne peut pas jouer. Moi je ne veux pas jouer, je ne veux pas m'installer dans une espèce de polémique ou de rapport de force avec les pouvoirs publics, pas plus d'ailleurs qu'avec les organisations syndicales. Il y a une situation sans dramatiser. Il y a une situation qui est assez critique à bien des égards, sur le plan climatique, sur le plan conjoncturel, sur le plan de la compétition internationale. Alors oui, immanquablement, on a des désaccords, on a des points de vue divergents, on a des enjeux qui peuvent être divergents, mais je ne veux pas parler de l'intérêt supérieur de la nation. Moi, l'attitude en tout cas dans laquelle je me positionne, et durablement, qui est celle demandée par nos adhérents, c'est que l'entreprise soit véritablement considérée comme une solution. Elle est une solution. Vous avez parlé hier de décisions parfois politiques absurdes, notamment sur l'écologie. Vous avez cité les zones à faible émission, l'artificialisation, la non-artificialisation des sols et les moteurs Euro 7 comme des décisions absurdes qui empêchent le business même d'aller vers la transition écologique. Vous dites, je veux pas être un MEDEF de combat, mais quand même, il y a des choses, des points précis sur lesquels vous voulez lutter. Écoutez, je suis assez optimiste. C'est pas illogique, une forme d'emballement. Tout le monde veut laver plus blanc que blanc, et donc du côté des politiques, singulièrement au niveau européen, il y a eu des messages un peu intempestifs et assez inappropriés qui ont été envoyés dans le sens de la décarbonation. À nouveau, on est d'accord sur la trajectoire de décarbonation. Ce qui me rend optimiste, c'est que je vois au fil des jours que le bon sens est en train de reprendre ses droits à l'épreuve des faits. Typiquement sur les cas que vous évoquez, que j'ai évoqué moi-même, le zéro artificialisation nette, les zones à faible émission. On voit bien que quand on prend des décisions dans la précipitation, sans écouter toutes les parties prenantes, en l'occurrence les entreprises, on prend des décisions qui peuvent être contre-productives. Il y a des vrais enjeux d'acceptabilité par les agents économiques, par l'opinion publique, typiquement sur les cas que j'évoque. Il y a des effets pervers. On voit l'état du marché de la construction, singulièrement pavillonnaire, du fait qu'il n'y a plus de foncier ou de moins en moins de foncier disponible, alors qu'il y a une aspiration profonde de nos concitoyens à acheter, à construire. Et on voit que à bas bruit, parfois de manière un peu honteuse, certains décideurs politiques, je pense à certains décideurs locaux, sont en train de rétro-pédaler sur ces mesures dont ils étaient les porte-étendards.
Donc, Et- il faut raison garder. Vous parlez de l'immobilier de manière indirecte là. Est-ce que l'immobilier, c'est un facteur de risque pour l'économie française? On voit que les transactions sont à l'arrêt, la promotion immobilière est complètement à l'arrêt. On dit toujours quand le bâtiment va, tout va. Quand il va pas bien, ça risque de se compliquer. Il y a pas une. J'ai l'impression que personne n'en parle vraiment. Mais il n'y a pas un peu une alerte sur l'immobilier français aujourd'hui? Ah, je ne peux pas vous laisser dire que personne n'en parle. Parce que le MEDEF en parle depuis des mois et Oui, des années. mais personne ne fait rien, au fond. Alors, il faut déjà rappeler que la filière construction, c'est 8% du PIB, 10% Oui. des effectifs salariés. Donc, ça n'est pas neutre, y compris sur le plan de notre performance économique globale. Énorme enjeu de mobilité professionnelle, énorme enjeu de pouvoir d'achat. Bien sûr. C'est dorénavant le premier poste de dépense, en particulier des ménages modestes. Et donc, on est surpris, et je vais répondre à la question, on est surpris qu'au plus haut niveau, pour dire les choses, dans les priorités des pouvoirs publics, ce sujet ne soit pas mieux considéré. Pire, Emmanuel Macron a dit que c'était enfin, il a pas dit ça comme ça, mais que c'est un pognon de dingue, que le secteur avait été, il l'a dit dans une interview, que le secteur avait été largement subventionné depuis des années et qu'après tout, qu'il se débrouille maintenant. Oui, alors il y a des chiffres, de mon point de vue, assez tronqués qui circulent, c'est-à-dire l'engagement fiscal brut du secteur public, de l'État au premier chef. On ne met pas en regard, pas suffisamment en regard, et je pense que là aussi il faut être objectif, les recettes que génère ce marché immobilier, y compris pour les départements, à travers les transactions. On le voit aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais résumer le sujet de l'immobilier à cette seule dimension fiscale, peu importe les chiffres, je pense que c'est très réducteur. Parce que quand on voit les rentrées de TVA, ne serait-ce que ça, que la construction immobilière génère pour l'État, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Mais l'enjeu fondamental n'est pas celui-là. C'est le pouvoir d'achat, la mobilité professionnelle et je dirais le bien-être de nos concitoyens. On parlait de l'immobilier ensemble qui va pas bien. Dans un instant, on sera avec Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation et de l'UIMM. Là, ça se porte plutôt bien. La question, c'est plutôt de recruter des talents. On cherche 25 000 personnes. Il sera avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Patrick Martin, d'être venu sur notre plateau.